7 décembre 1941. Les chasseurs bombardiers japonais décollent de leur porte-avions à l'aube. Leur cible, la base américaine de Pearl Harbor. 5 juin 1967. Au Moyen-Orient, les jets israéliens décollent pour les premières frappes de la guerre des 6 jours. Leur cible, les aérodromes égyptiens. La frappe préventive, prendre l'ennemi au dépourvu, est le rêve de tous les commandants, en particulier lorsqu'ils affrontent un adversaire beaucoup plus puissant. Réussie, elle peut donner une victoire éclatante à l'armée la plus faible. Ratée, elle peut vouer le pays agresseur à la défaite totale. La stratégie est la frappe préventive. Japon 1941. Les aviateurs de la marine impériale s'entraînent à décoller de la toute nouvelle flotte de porte-avions du pays. En Europe, la guerre dure depuis 2 ans. Les États-Unis et le Japon sont encore neutres. Mais le chef de guerre japonais, le général Hideki Tojo, a un problème. Le pays a besoin de matières premières essentielles à son industrie et à sa population en croissance rapide. Mais il n'en possède pas. Il doit donc les obtenir par le négoce ou par la conquête. Le Japon occupe déjà la Corée et la Mandchourie et fait la guerre à la Chine pour accroître ses ressources. Tojo compte tirer ses matières premières de nouvelles contrées. La Malaisie occidentale, les Philippines et les Indes néerlandaises. Mais si le Japon les envahit, il risque de se retrouver en conflit avec les puissances coloniales, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, en plus des États-Unis dont la première force de frappe est basée à Pearl Harbor, à Hawaï. Quelle stratégie Tojo va-t-il adopter? Israël, juin 1967. Les jets des forces de défense sont prêts à décoller. L'État hébreu craint d'être détruit par ses voisins, avec qui il est en conflit depuis sa création en 1948. Sur la foi de renseignements fournis par l'Union soviétique, le président Nasser a envoyé 2 divisions de l'autre côté du canal de Suez pour renforcer son armée dans le Sinaï. En réponse, Moshe Dayan, ministre de la Défense israélien, commence à mobiliser ses forces. Israël risque également une guerre avec la Syrie et la Jordanie. Le Moyen-Orient est prêt à s'enflammer. Israël se sent dépassé en nombre et en armement. La réponse pour Tojo en 1941 et pour Dayan en 1967 est la même. La frappe préventive. Attaquez l'ennemi avant qu'il ne vous attaque. On utilise la frappe préventive quand une campagne militaire est presque inévitable, ou tout du moins très probable. Elle est faite pour prendre l'ennemi par surprise et obtenir ainsi une victoire politique et militaire hors de toute proportion avec ce qui aurait pu advenir si l'ennemi avait pris l'initiative. Pour remporter cette victoire, Tojo en 1941 et Dayan en 1967 doivent tous deux porter une attention minutieuse aux conditions essentielles de la stratégie de frappe préventive. Des buts réalistes. Les chefs politiques doivent savoir ce qu'ils désirent accomplir en frappant préventivement, et les généraux doivent identifier les cibles qui permettront de concrétiser ces intentions. Les moyens. Les commandants doivent choisir la bonne tactique et posséder la technologie et l'armement nécessaires. Le renseignement. Ils doivent disposer d'un service de renseignement qui leur fournisse des informations actualisées sur leur cible, ce qu'il y a, et tout aussi important, ce qu'il n'y a pas.
la sécurité. Elle doit être parfaitement étanche. Si l'ennemi découvre qu'une frappe préventive se prépare, il peut la contrer ou même lancer la sienne en premier. L'attaque. Les Israéliens ont un dicton. Frappe le premier, frappe fort, frappe loin. Et lorsque la stratégie globale exige plusieurs frappes préventives simultanées, elles doivent être synchronisées. La stratégie de sortie. Les planificateurs doivent savoir précisément comment tirer parti de la frappe préventive et quelle issue ils veulent donner au conflit militairement ou politiquement. On ne peut pas patauger. Il faut avoir une idée précise de son objectif et du résultat final. Il faut avoir une stratégie de sortie. Surtout quand l'attaque japonaise comme la frappe israélienne sont lancées avant la déclaration de guerre officielle. Et tandis que le conflit couve en 1941 et en 1967, l'heure est venue pour les chefs politiques et les planificateurs militaires du Japon et d'Israël de se conformer à la première condition de la stratégie de frappe préventive. Des buts réalistes. Les chefs politiques doivent savoir ce qu'ils désirent accomplir en frappant préventivement. Et les généraux doivent identifier les cibles qui permettront de concrétiser ces intentions. Le Japon est une nation industrielle dont la population s'accroît rapidement. Il a besoin de matières premières et mène une politique d'expansion agressive. Au milieu de 1941, la domination des Japonais en Indochine est totale. Selon leur plan, la zone qui leur fournit ces précieuses matières premières doit être étendue à la Malaisie occidentale, contrôlée par les Anglais, aux Philippines, contrôlées par les Américains, et aux Indes néerlandaises. Mais le général Tojo sait que s'il envahit ces pays, les États-Unis riposteront par l'envoi de leur puissante flotte basée à Pearl Harbor. Sa décision est prise. Il coordonnera ses attaques avec une frappe préventive simultanée sur Pearl Harbor. L'homme qui planifie la campagne est le commandant en chef de la flotte combinée japonaise, l'amiral Isoroku Yamamoto. Yamamoto calcule que les Américains retrouveront leur puissance, mais pas avant que le Japon ait construit un cordon défensif de bases aéronavales dans le Pacifique centre et sud-ouest. Pour briser cette barrière, les États-Unis devront livrer une campagne longue et épuisante, et l'opinion publique finira par forcer le président Roosevelt à négocier un traité de paix, abandonnant au Japon les territoires pris aux empires britanniques et néerlandais. Dans un sens, l'attaque de Pearl Harbor était inévitable. Si les Japonais voulaient combattre la flotte américaine dans le Pacifique, ils devaient remporter un grand avantage initial. Il n'y avait qu'un moyen, la frappe préventive. Mais à Pearl Harbor, Yamamoto doit aussi sélectionner ses cibles prioritaires. Les options sont nombreuses. Les cuirassés en station dans le port, les porte-avions, les sous-marins, les installations portuaires. La décision de Yamamoto paraît simple. Il attaquera les porte-avions américains, mais sa cible principale seront les cuirassés. 26 ans plus tard, c'est au tour du ministre israélien de la Défense, Moshe Dayan, de décider des objectifs de son pays lors de sa frappe préventive. Pacifique, 1941. Les plans de guerre japonais contre les États-Unis sont presque finalisés. Moyen-Orient, 1967. Toute la région se prépare à un conflit majeur. Tojo et Dayan sont conscients de l'importance de la frappe préventive dans la planification des grandes campagnes des deux guerres mondiales du XXe siècle. Avant la Première Guerre, la grande crainte de l'Allemagne était de combattre sur deux fronts, la Grande-Bretagne et la France à l'ouest et la Russie à l'est.
le plan Schlieffen propose une frappe préventive contre la France. Les troupes allemandes seraient ensuite transférées sur le front Est. Le plan échoue parce que les armées allemandes sont arrêtées avant de prendre Paris et s'embourbent dans l'impasse de la guerre des tranchées. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands redoutent à nouveau un conflit sur deux fronts. En juin 1941, ayant vaincu la France, Hitler déclenche l'opération Barbarossa, sa frappe préventive contre Staline et l'Union soviétique à l'Est. Au début, sa réussite est incontestable. Mais la campagne s'enlise dans les neiges hivernales et l'indécision de Hitler sur ses cibles. Dans les années 1960, le Moyen-Orient n'est pas un simple champ de bataille entre Israël et ses voisins. C'est également l'échiquier des machinations des superpuissances. En fait, dans les premiers mois de 1967, Israël croit la guerre improbable. En mai, Moscou entame un jeu politique déroutant. L'ambassadeur soviétique au Caire informe le président égyptien, Gamal Nasser, qu'Israël a concentré 10 brigades sur sa frontière avec la Syrie. Ce n'est pas vrai, et on ne sait toujours pas pourquoi Moscou a donné cette fausse information. Nasser envoie 2 divisions de l'autre côté du canal de Suez dans le Sinaï égyptien. Israël se prépare à la guerre. Les deux camps confirment qu'Israël n'a pas rassemblé 10 brigades sur sa frontière syrienne et que le rapport soviétique n'a aucun fondement. Mais Nasser fait monter la tension en menaçant de fermer le détroit de Tiran, qu'Israël considère comme un lien vital avec le reste du monde. Pour le général Moshe Dayan, nommé ministre de la Défense en pleine crise, il n'y a pas à hésiter. La doctrine centrale des forces de défense israéliennes est basée sur la frappe aérienne préventive et le transfert du conflit en territoire ennemi par une campagne de blitzkrieg dans le Sinaï. En 1967, Israël était un tout petit pays entouré d'ennemis. C'était un pays extrêmement vulnérable. Par conséquent, la frappe préventive contre les Égyptiens visait à lui donner une plus grande envergure stratégique, mais elle devait avoir des buts réalisables. Et n'oublions pas qu'Israël doit se battre sur 3 fronts à la fois. Contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Les forces israéliennes devront être déployées rapidement pour répondre à ces menaces. Dayan doit donc avoir des cibles précises et connaître les limites de son plan. En 1967, les Israéliens sont très conscients de leurs limites. Ils ne vont pas trop loin. Ils ne tentent pas de tirer le maximum de leurs frappes préventives. Ils n'essaient pas de détruire complètement l'armée égyptienne. Ils veulent simplement empêcher les Égyptiens et les Syriens de réussir l'attaque qu'ils préparent. Dans l'écheveau politique du Moyen-Orient, la frappe préventive a également la préférence des ennemis d'Israël, en particulier des Égyptiens. Mais les deux camps admettent qu'ils doivent obtenir l'accord au moins tacite des superpuissances qui les soutiennent. Dans le cas d'Israël, Washington, et dans le cas de l'Égypte, Moscou. Bien que l'URSS soit responsable de l'escalade, le 25 mai, 11 jours avant le début de la guerre, Moscou informe l'Égypte qu'elle ne peut consentir. De son côté, Israël consulte son allié, les États-Unis. Le président américain, Lyndon Johnson, déconseille toute action militaire. Mais lors d'une série de réunions à Washington,
Meir Amit, chef du Mossad, les services secrets israéliens, reçoit ce qu'il interprète comme un feu orange, que les Israéliens s'empressent de prendre pour un feu vert. En 1967, le plan de bataille de Dayan est donc d'attaquer le premier. Comme Yamamoto en 1941, il doit aborder maintenant la deuxième condition de la stratégie de frappe préventive. Les moyens. Les commandants doivent choisir la bonne tactique pour réussir rapidement et posséder la technologie et l'armement nécessaires pour y parvenir. En 1941, Yamamoto décide de lancer son attaque à partir des porte-avions. Mais sa cible est à 6500 km de ses bases navales. Il doit donc trouver le moyen de réaliser son plan. La difficulté était d'avoir suffisamment de porte-avions pour porter la bataille chez les Américains. Bien entendu, à l'époque, il y avait très peu de porte-avions et de bombardiers pouvant opérer en haute mer et aller frapper efficacement une cible comme Pearl Harbor, c'est-à-dire vite et fort. Toutefois, Yamamoto ne doute pas un instant qu'il a les moyens techniques de réussir sa frappe préventive. Le Japon dispose déjà d'une flotte redoutable et reconnaît l'importance de la puissance aéronavale. Dès 1922, le porte-avions Osho, spécialement conçu, est mis en chantier. En 1941, la marine impériale possède 10 porte-avions. Les Japonais possèdent aussi la meilleure aviation navale de l'époque. Le chasseur Zero, le bombardier torpilleur Kate, le bombardier en piqué Val, et ceux qui les font voler, commandés par un des plus grands pilotes de l'aéronavale japonaise, Mitsuo Fuchida, qui a plus de 3000 heures de combat aérien à son actif. Les torpilles sont équipées d'ailettes, adaptées au haut fond de Pearl Harbor. Quand elle prendra la mer, la force de frappe aéronavale de Yamamoto comprendra 6 porte-avions et plus de 350 appareils meurtriers. Fin 1941, Yamamoto finalise ses plans d'attaque de Pearl Harbor. Pour l'aider, il s'appuie sur un précédent historique. En novembre 1940, une puissante flotte italienne est stationnée dans le port de Tarente, au sud de l'Italie. Elle est bien plus nombreuse que la flotte anglaise de Méditerranée. Dans la nuit du 11 novembre, 21 bombardiers torpilleurs Fairey Swordfish décollent du porte-avions britannique Illustrious pour aller attaquer les Italiens. Le cuirassé Littorio est touché par 3 torpilles, le Conte di Cavour et le Caio Giulio par une chacun. Un croiseur est endommagé dans la rade. Le lendemain, les bâtiments intacts sont transférés vers des bases navales plus au nord. C'est la première attaque aéronavale de l'histoire. Yamamoto a envoyé l'attaché naval à Rome étudier en détail la bataille de Tarente. Il en fait le modèle de son attaque de Pearl Harbor. Son plan comporte 2 volets qui seront synchronisés. Tandis que ces avions fondront sur Pearl Harbor, d'autres unités attaqueront Luzon aux Philippines. Au nord, les troupes japonaises occupant la Chine quitteront leur position pour marcher sur la colonie anglaise de Hong Kong. Pour compléter la première phase, les navires japonais convoieront des soldats vers la Malaisie occidentale et les Indes néerlandaises. Yamamoto et ses planificateurs envisagent une série de frappes sur les installations américaines d'Oahu. Les aérodromes seront visés afin d'éliminer la menace aérienne. Puis,
Une deuxième et une troisième vague suivront. La cible principale est Pearl Harbor, avec l'île Ford au milieu, et les cuirassés alignés à quai. La première vague d'assaut décollera des porte-avions à 6 h et attaquera à 7h55. Une partie se dirigera vers les aérodromes voisins pour empêcher les chasseurs américains de prendre l'air, tandis que le groupe principal lancera ses torpilles spécialement adaptées sur les porte-avions et les cuirassés. Viendront ensuite les bombardiers d'altitude. Une deuxième frappe aura lieu à 8h30, suivie par une troisième si nécessaire. Yamamoto pense que ses forces sont suffisantes pour mener sa stratégie à bien. En revanche, 26 ans plus tard, le plan de frappe préventive de Dayan est basé en partie sur le fait que ses forces sont largement inférieures. Israël a 10 brigades blindées contre les 18 de ses adversaires, 1300 chars contre 2500, 746 pièces d'artillerie contre 2780 et, élément crucial de sa stratégie, 247 chasseurs contre 557. Dans un conflit, la maîtrise des airs est primordiale. C'est la base de la première phase de la stratégie de Dayan. Il ne doute pas que ces 247 appareils suffiront. Ainsi, Yamamoto en 1941 et Dayan en 1967 pensent avoir les moyens de mener à bien leur stratégie de frappe préventive. Ils doivent à présent remplir la condition suivante. Le renseignement. Les commandants doivent disposer d'un service de renseignement qui leur fournisse des informations actualisées sur leur cible. Ce qu'il y a, et tout aussi important, ce qu'il n'y a pas. Le recueil d'informations précises et pertinentes est important dans toute opération militaire, mais jamais autant que dans une stratégie de frappe préventive. Il faut savoir ce qu'on frappe. Il ne peut pas y avoir de bataille imprévue dans une attaque préventive. On ne peut pas envoyer de patrouille de reconnaissance. Il faut savoir précisément quelles sont ses cibles. Pour Yamamoto, il n'est pas compliqué de rassembler des informations sur Pearl Harbor. La base est facile à observer. Avant Pearl Harbor, les Japonais avaient un très bon réseau d'espionnage à Hawaï. Certaines personnes se postaient tout simplement d'un côté du port et comptaient les navires entrants ou sortants. Et tandis qu'en 1967, la guerre couve au Moyen-Orient, les services secrets israéliens, le Mossad, recueillent les renseignements dont Dayan et ses chefs militaires ont besoin pour préparer leur frappe préventive. Les Israéliens sont les maîtres de l'espionnage. À cause de leur faiblesse stratégique, le fait qu'ils soient entourés d'ennemis, ils ont besoin d'informations pour mettre au point leur planification militaire. Comme celle de Yamamoto, la stratégie de Dayan comporte plusieurs phases. À 7h45, l'aviation israélienne frappera l'armée de l'air égyptienne pendant le petit déjeuner des pilotes. Les forces terrestres, protégées par une couverture aérienne, pénétreront dans le Sinaï pour repousser les Égyptiens. Si la Jordanie entre dans le conflit, les chasseurs détruiront son aviation. Puis, les forces terrestres neutraliseront son armée et occuperont la Cisjordanie et Jérusalem. À ce stade, Israël ne souhaite pas attaquer la Syrie et le plateau du Golan, par crainte de représailles de l'Union soviétique. Dayan est donc sûr d'avoir un objectif réalisable, les moyens de l'atteindre et les renseignements qui fondent son plan. Le 26 novembre 1941, près de 2 semaines avant Pearl Harbor, la flotte de porte-avions de Yamamoto, commandée par le vice-amiral Chuichi Nagumo, quitte les îles Kuril au nord-est du Japon. À présent,
Dayan et Yamamoto doivent remplir la prochaine condition de la stratégie de frappe préventive. La sécurité. Elle doit être parfaitement étanche. Si l'ennemi découvre qu'une frappe préventive se prépare, il peut la contrer ou même lancer la sienne en premier. Dans le Pacifique en 1941, les 12 jours de traversée jusqu'au point de lancement de l'attaque sont critiques pour la sécurité. La flotte japonaise s'est rassemblée en secret. Yamamoto édicte une série de mesures visant à maintenir la sécurité. Le silence radio doit être observé au maximum. Des messages radio sont envoyés pour simuler une flotte fantôme ailleurs. Les émissaires japonais à Washington poursuivent les négociations sur un éventuel retrait des régions occupées en Chine. Le luxueux paquebot Tatsu Tamaru entame une traversée de 12 jours vers San Francisco. Personne ne soupçonnera leurs intentions hostiles avant le retour du navire au Japon. Pourtant, certains signes alertent les Américains. Les officiers du renseignement notent que les porte-avions d'où l'attaque doit être lancée ont disparu. Des messages radio sont interceptés. Mais ces informations ne remonteront jamais jusqu'au plus haut niveau de commandement. Cela fait plus de 50 ans qu'on débat sur les avertissements reçus par le gouvernement américain avant l'attaque de Pearl Harbor. Si ce point est loin d'être élucidé, la question importante n'est pas de savoir si les informations étaient disponibles, mais comment elles ont été utilisées. Des renseignements inemployés ont peu de valeur. Pour les Israéliens en 1967, le problème de la sécurité n'est pas de dissimuler leur intention de lancer une frappe préventive, tout le Moyen-Orient s'y attend, mais de tenir sa date secrète. Le gros de l'armée est constitué de réservistes. Pour qu'Israël parte en guerre, ils doivent être mobilisés. Mais la mobilisation prend du temps et trahit l'imminence d'une attaque. Les Israéliens parviennent néanmoins à mobiliser sans éveiller les soupçons, aidés en cela par le fait qu'à la veille du conflit, l'attention des services secrets égyptiens ne se concentre pas uniquement sur eux, mais sur de possibles complots politiques au sein de leurs propres forces armées. L'espionnage égyptien est moins focalisé sur Israël que sur l'armée égyptienne elle-même. L'État égyptien était la création d'une junte militaire et Nasser craignait bien plus ses propres officiers qu'une offensive étrangère. La planification est terminée. Yamamoto en 1941 et Dayan en 1967 doivent passer à l'action. Au matin du 7 décembre 1941 et du 5 juin 1967, le Japon et Israël sont prêts à aborder l'étape suivante de leur stratégie. L'attaque. C'est l'instant où les planificateurs de la frappe préventive affrontent la dure épreuve de la réalité. S'il existait une devise pour la frappe préventive, ce serait frappe le premier, frappe fort, frappe loin. Frapper le premier est essentiel. Il faut lancer l'attaque et prendre l'initiative. Frapper fort est également très important. Le but est de remporter une victoire rapide et décisive. Pas de donner à l'ennemi une chance de riposter à un moment où vos défenses sont peut-être faibles. Mais l'attaque exige un autre élément. Elle doit être sans pitié, comme cela a été démontré à l'été 1940, alors que les forces de Hitler occupaient la France. La flotte française, la 4e au monde, est alors éparpillée dans les ports de Grande-Bretagne, de France et de Méditerranée. Le Premier ministre Winston Churchill craint que les navires stationnés dans les ports nord-africains de Mers-el-Kébir et d'Oran ne tombent entre les mains des Allemands. Il donne aux Français un choix cornélien. Rejoindre les Anglais, naviguer jusqu'à un port neutre où les bâtiments seront mis hors service et les équipages rapatriés,
ou saborder la flotte là où elle est mouillée. Malheureusement, la confusion et le désaccord règnent chez les commandants français. Refusant de prendre le risque d'attendre, Churchill ordonne à la flotte britannique d'ouvrir le feu. Quatre cuirassés sont coulés ou gravement endommagés. « 1297 Français sont tués ou portés disparus, 354 sont blessés. Les Français ne lui pardonneront jamais. Mais pour Churchill, cette frappe préventive était la seule façon de briser la domination de l'Axe en Méditerranée. « 7 décembre 1941, l'aurore se lève sur le Pacifique. La flotte de porte-avions du vice-amiral Nagumo est en position pour lancer sa frappe préventive. Le plan de Yamamoto est de viser les cuirassés et les porte-avions américains. Mais un problème surgit. La guerre est le royaume du chaos. Elle est imprévisible par nature. Quiconque fait sienne la stratégie de frappe préventive doit tenir compte du fait que tout ce qui pourrait mal tourner va probablement mal tourner. Ce qui se passe mal pour les Japonais est le pire cauchemar de Yamamoto. 7 cuirassés de la flotte américaine du Pacifique sont amarrés le long de Battleship Row, le 8e est en cale sèche. Mais les services secrets japonais rapportent que les porte-avions ne sont pas au port. Il ne peut être question de retarder l'attaque de Pearl Harbor. Il est prévu qu'elle coïncide avec d'autres frappes japonaises ailleurs. Le vice-amiral Nagumo ordonne à ses pilotes de décoller. À 6 heures, les premiers appareils de la première vague s'élancent de leur porte-avions, grimpent dans le ciel et virent vers Pearl Harbor. À 7h50, le capitaine Fushida, chef de l'escadrille, perce les lourds nuages et aperçoit les cuirassés américains au mouillage. Il envoie au vice-amiral Nagumo le signal convenu. Tora, 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 Tigre, Tigre, Tigre. À 7h55, la première vague frappe. À Pearl Harbor, la surprise est totale. Un groupe d'avions attaque les aérodromes pour empêcher les chasseurs américains de décoller et de menacer le groupe principal. Près de 200 avions américains sont détruits, 160 endommagés. Les navires amarrés dans le port sont torpillés. De longues files de bombardiers torpilleurs Kate foncent en piqué sur Battleship Row. Dans les premières minutes, 5 cuirassés américains, l'Oklahoma, le West Virginia, le California, le Nevada et l'Arizona sont touchés par des torpilles. Seuls le Maryland et le Tennessee, qui occupent des bassins intérieurs et sont donc protégés, et le Pennsylvania, qui est en cale sèche, échappent aux ravages. Le Nevada, bien que touché, appareille et se dirige vers l'entrée du port pour tenter de s'échapper. Mais dans le ciel, les bombardiers d'altitude de Fushida choisissent leur cible avec précision. Le Tennessee est touché par une bombe perforante qui transperce 12 cm de blindage et explose à l'intérieur. L'Arizona, déjà endommagé, est également atteint par une bombe perforante qui pénètre dans le magasin avant. Le navire explose. Le Maryland et le California subissent eux aussi de graves dégâts. À 8h25, il y a une brève accalmie. Le West Virginia, en flammes, est en train de couler. L'Arizona a été envoyé par le fond avec plus de 1000 hommes d'équipage à bord. Le California ne survivra pas à ces avaries.
Vient alors la deuxième vague. L'aviation de Yamamoto vire vers la base de Wheelerfield et les stations aéronavales de Hickam-Field et Kaneohe. Les avions américains regroupés là par protection contre le sabotage font une cible facile. Mais la défense a eu le temps de s'organiser et riposte. À 10 h du matin, la deuxième attaque prend fin. Nagumo décide de ne pas lancer la troisième vague et fait demi-tour. Pour les Israéliens en 1967, la phase d'attaque coïncide avec l'exigence de sécurité. La mobilisation n'a pas alerté les Égyptiens. Le prochain défi vient au moment où ils passent à l'action. Aube du lundi 5 juin 1967. Les 183 avions de la première vague de la force de frappe israélienne décollent. Comme prévu, les pilotes égyptiens prennent leur petit déjeuner. Par mesure de sécurité, les Israéliens prennent une route détournée. Ils volent vers la mer pour revenir par l'ouest. C'est à ce moment que les craintes du gouvernement égyptien pour sa propre sécurité, sa peur d'un complot au sein de l'armée, jouent un rôle déterminant. À l'instant même où les avions israéliens vont pénétrer dans l'espace aérien égyptien, l'armée égyptienne éteint tous ses radars de défense aérienne. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'armée de l'air égyptien étaient en tournée d'inspection dans le Sinaï. Et le gouvernement égyptien avait tellement peur qu'une batterie anti-aérienne isolée, appartenant à sa propre armée, ne tente de descendre leur avion, qu'il avait ordonné que tous les radars soient éteints. Le prix de cette paranoïa dépasse l'imagination. Tôt le matin, première salve de la guerre des 6 jours au Moyen-Orient. La première vague de l'attaque aérienne israélienne est lancée. Les Égyptiens ne sont pas prêts, leurs avions sont toujours au sol. À 10 h 45, l'aviation israélienne a détruit 189 appareils égyptiens. L'ossature de l'armée de l'air égyptienne est brisée. La première phase de la frappe préventive de Dayan est un succès. Dans le Sinaï, 3 divisions blindées israéliennes entraînent les forces égyptiennes dans le tourbillon d'une guerre éclair meurtrière. L'aviation israélienne pilonne l'armée égyptienne. Celle-ci se replie en désordre. L'attention de Dayan se porte déjà sur la Jordanie. Israël envoie un message au roi Hussein. C'est un conflit entre l'Égypte et nous. Si vous restez en dehors, nous ne vous attaquerons pas. Hussein n'a pas le choix. Il répond, la Jordanie n'est pas en dehors, elle est déjà engagée. Les canons jordaniens ouvrent le feu à la frontière israélienne. En 51 sorties contre les 2 bases aériennes jordaniennes, les Israéliens détruisent sa petite aviation. Des unités de l'armée israélienne occupent la Cisjordanie et Jérusalem. Les forces jordaniennes sont forcées de se replier. À la fin de la journée, 298 avions égyptiens sont en miettes. Le retrait égyptien du Sinaï est chaotique. 2000 soldats sont tués en combattant les Israéliens, mais 10 000 meurent durant la retraite. Trois jours plus tard, la bataille contre la Syrie débute sur les hauteurs du Golan. La supériorité aérienne d'Israël est totale et décisive. La Syrie recule.
la frappe préventive israélienne a préparé le terrain pour une victoire stupéfiante. Dayan, comme Yamamoto avant lui, doit maintenant affronter la dernière exigence de la stratégie de frappe préventive. La stratégie de sortie. Les planificateurs doivent savoir précisément comment tirer parti de la frappe préventive et quelle issue ils veulent donner au conflit, militairement ou politiquement. L'attaque de Yamamoto sur Pearl Harbor a mis hors de combat tous les cuirassés de la flotte américaine du Pacifique. Son plan semble avoir réussi. Mais c'est faux. L'histoire militaire prouvera que l'époque des cuirassés est révolue. Au moment même où le fleuron de la flotte américaine du Pacifique brûle, il est déjà obsolète. Les porte-avions qui décideront du sort de la guerre du Pacifique ne sont pas à Pearl Harbor. Le plan de Yamamoto néglige également la base américaine de sous-marins qui joueront un rôle crucial dans le blocus menant le Japon à la soumission. Et bien que les aérodromes subissent de graves dégâts, l'attaque laisse intactes les principales installations portuaires sans lesquelles les Américains ne peuvent opérer. L'attaque de Pearl Harbor était un marché de dupes pour la marine japonaise et pour le Japon tout entier, car elle remplaçait la certitude d'une longue guerre contre les États-Unis par la possibilité de prendre l'avantage initial sur la flotte américaine. La frappe préventive sur Pearl Harbor a été une stratégie d'entrée dans la guerre du Pacifique relativement réussie pour les Japonais. Malheureusement pour eux, ils n'avaient pas de stratégie de sortie. Ils ne savaient pas du tout comment gagner un long conflit contre les États-Unis. Au Moyen-Orient en 1967, les Israéliens remportent une victoire militaire écrasante en un laps de temps incroyablement court. Pourtant, même eux ne trouvent pas de stratégie de sortie viable. Lorsque le ministre de la Défense Moshe Dayan lance sa frappe préventive, il est parfaitement conscient de l'importance de la stratégie de sortie. Après l'attaque aérienne qui ouvre la voie aux forces terrestres, il impose à celles-ci deux restrictions très sévères. Elles ne doivent pas avancer jusqu'au canal de Suez et elles ne doivent pas prendre la bande de Gaza. Politiquement, au Moyen-Orient, l'ordre de ne pas prendre la bande de Gaza est particulièrement significatif. Dayan ne veut pas qu'Israël se retrouve aux prises avec les réfugiés palestiniens qui y vivent. Mais dans le feu de la bataille et l'ivresse du succès, il se laisse persuader par ses commandants. Israël va jusqu'au canal et, plus important, prend la bande de Gaza. L'État hébreu a largement gagné en profondeur stratégique, mais il le paie cher. À long terme, la frappe préventive israélienne a souffert de ne pas avoir de stratégie de sortie convenable. Résultat, les Israéliens se sont retrouvés en possession de la Cisjordanie et de Gaza, des territoires qui se sont révélés source de conflits depuis 40 ans. En conclusion, comment Yamamoto en 1941 et Dayan en 1967 ont-ils satisfait aux exigences de la stratégie de frappe préventive? Des buts réalistes. Les Japonais ont un objectif précis à Pearl Harbor, réduire ou neutraliser la flotte américaine du Pacifique suffisamment longtemps pour organiser leur défense. Cet objectif ne tient pas compte de la réaction américaine ni du long terme. Par conséquent, il est inatteignable. L'objectif israélien est limité, réduire ou éliminer la force de frappe égyptienne. Par conséquent, il est précis et réalisable. Les moyens. Le Japon a la bonne tactique. Une frappe lancée par l'aéronaval et le rassemblement de ses troupes, souvent secrets en 1930, lui donne les moyens technologiques et militaires de la mettre en œuvre. Le plan de frappe préventive d'Israël fait partie de sa politique de défense globale.
Pour l'attaque initiale, tout repose sur l'aviation. Bien que largement surpassé en nombre, Israël a les moyens d'exécuter son plan. Le renseignement. Le Japon dispose des informations de ses espions pour planifier son attaque. Il reçoit aussi des renseignements directs qui le préviennent des mouvements des porte-avions américains, cœur de la cible, à Pearl Harbor. Israël a des informations capitales sur l'emplacement des avions ennemis et des renseignements sur les divisions politiques et militaires au sein de l'armée égyptienne. La sécurité. Celle des Japonais n'est pas étanche. Les services secrets américains signalent que leurs porte-avions, pivots de l'attaque, ont appareillé. Des messages sont interceptés. Mais les États-Unis n'utilisent pas ces rapports. La sécurité des Israéliens est si impénétrable que bien que l'Égypte s'attende à une attaque, une partie de son état-major survole la région et son système de radar est éteint alors que la première vague de la frappe préventive israélienne s'élance. L'attaque. Les Japonais frappent les premiers. Ils frappent fort et ils frappent loin. Mais les bâtiments qui devraient être leur cible principale, les porte-avions américains, ne sont pas à Pearl Harbor. Ils n'attaquent pas non plus les bases de sous-marins ni les installations portuaires clés, bien que cela puisse considérablement entraver la capacité des Américains à livrer bataille à partir de Pearl Harbor. L'attaque israélienne est d'une efficacité foudroyante. L'aviation égyptienne, sa cible principale, est détruite dès la première vague. La stratégie de sortie. Le Japon n'a pas de stratégie de sortie réaliste. Il n'y a pas la moindre chance que les Américains puissent tout simplement plier. Israël a une stratégie de sortie, mais dans la fièvre de la bataille, une fois acquise la suprématie aérienne et l'avance des blindés se révélant irrésistible, elle est abandonnée. Aujourd'hui, quel est l'avenir de la stratégie de frappe préventive ? Tant que les nations, et particulièrement les nations les plus petites, qui sont militairement faibles, voudront prendre l'initiative avec hardiesse et créer la surprise pour livrer une guerre éclair ciblée et peut-être décisive, la frappe préventive a de l'avenir. Mais dans le futur, la frappe préventive ne sera peut-être utilisée que dans des situations très précises et pour atteindre des buts soigneusement définis. À l'avenir, les frappes préventives seront beaucoup plus chirurgicales que dans le passé. C'est-à-dire qu'elles ressembleront plus à l'attaque de 1982 où un seul avion israélien a bombardé un réacteur nucléaire en Irak. Il y a peu de chances qu'elles aient l'envergure de l'attaque de Pearl Harbor. Mais quelle que soit son intention, la frappe préventive devra toujours avoir un but précis et réaliste, la méthode et les moyens de l'exécuter, et une stratégie de sortie après l'attaque. Et par-dessus tout, il faudra toujours frapper le premier, frapper fort, frapper loin.